Donc, je disais merci beaucoup Guillaume Faux pour votre présence ici. Je vais vous poser quelques questions et puis je pense que ça intéresse toute la salle et comme le disait Olivier, à ce stade aussi de la réflexion collective que nous menons dans le cadre du colloque, de vous entendre parler à la fois du point de vue de l'institution, du point de vue de l'expert et des stratégies à la fois d'acquisition, de mise en valeur, de compréhension, de référencement des fonds du service que vous dirigez. Et je vais commencer par une question vraiment très institutionnelle qui et peut-être que ce sera une évidence pour un certain nombre des auditeurs, mais je pense que ça mérite quand même d'être posé. Quelles sont les missions du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France? Merci beaucoup, Elsa. Merci à vous. Merci à Nathalie et à Pierre pour cette invitation aujourd'hui. À vous rejoindre. Donc, on va parler du service des manuscrits modernes et contemporains, qui est un des 3 services de collection du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Donc, puisqu'on commence par l'institution, il faut peut-être le décrire en 3 mots. Ce service, qui est un des services du département des manuscrits, met en œuvre les missions qui sont fixées à la Bibliothèque nationale de France par décret et qu'on retrouve dans le Code du patrimoine et que vous connaissez par cœur autant que moi, c'est-à-dire collecter, conserver et garantir l'accès au plus grand nombre des collections. C'est un héritage ancien que celui des collections de la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui. C'est l'héritage des collections des rois de France. Et 3 services se partagent ces collections. Un service dit des manuscrits médiévaux, qui conserve des manuscrits, pour aller très vite, en ancien français, en latin et en grec. Un service dit mal nommé des manuscrits orientaux, qui en fait conservent, le nom est un héritage de l'histoire, mais il conserve des manuscrits dans toutes les langues non européennes, et on trouve conservé dans ce service notamment de très grandes collections, et parmi les plus importantes et les plus précieuses au monde, collections en manuscrits en langue arabe, ou encore des manuscrits hébreux qui proviennent des collections des rois de France, et avec des origines et une histoire très prestigieuses, mais également des manuscrits dans d'autres langues du monde entier. Et puis des manuscrits modernes et contemporains, qui couvrent quant à lui des collections qui commencent grosso modo au XVIe, XVIIe siècle surtout, jusqu'à aujourd'hui. La part littéraire, la part des manuscrits littéraires dans ces collections, c'est la partie émergée de l'iceberg, souvent la plus visible, en tout cas aujourd'hui, à travers les différentes formes de valorisation ou les actualités des acquisitions. Néanmoins, du fait de cette histoire et de cette forme institutionnelle que je viens de rappeler, les collections sont d'abord encyclopédiques, pas uniquement littéraires. Les collections de ce service sont aussi bien historiques, diplomatiques, religieuses, scientifiques que littéraires. Et du reste, et ça vous le connaissez très bien, et on va peut-être pas rappeler les dates ou les différentes étapes, mais la conservation des manuscrits vraiment littéraires a une histoire, et c'est une histoire relativement récente, jusqu'à une date bien avancée dans le XVIIIe siècle. Rares sont les manuscrits littéraires, d'auteurs littéraires, qui nous sont parvenus. Alors, on conserve du XVIIe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, par exemple, des manuscrits numériques natifs aussi. Ça fait partie des collections dont on prend la charge aujourd'hui dans le service. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir sur, au sein du service que vous dirigez, votre politique d'acquisition? Vous avez bien montré de quelle façon le service procède d'une histoire au sein du département. Vous nous avez dit quelles sont les balances, en quelque sorte, enfin
l'extraordinaire richesse des fonds qui dépasse la question du manuscrit littéraire qui nous a beaucoup occupés et qui nous occupe beaucoup encore aujourd'hui. Justement, tenant compte de cette histoire, de ces fondations du service, aujourd'hui, quelle est votre politique d'acquisition ? Alors, on a une politique d'acquisition qui est dans la continuité de celle de nos prédécesseurs, même si on la nuance, on la module, on l'ajuste. On cherche à constituer des collections les plus représentatives possibles de ce qui s'écrit en langue française, en termes de production littéraire, poétique, mais aussi scientifique. Et dans des domaines qu'on essaye de diversifier aussi. Alors, ça prend différentes formes. Ça peut prendre des démarches d'acquisition qui consistent à compléter des lacunes, soit dans des fonds déjà existants mais incomplets, soit à faire... alors ça, par exemple, c'est un cas de figure qu'on a pu observer dans le cas des manuscrits de Flaubert, qui sont... pour une grande partie historiquement présent depuis le début du XXe siècle à la bibliothèque par le don qu'en a fait la nièce de Flaubert, Caroline Franklin-Groult, mais ça a été complété jusqu'à très récemment par des acquisitions ultérieures, successives, notamment au milieu des années 70 par l'acquisition lors de la vente de la collection de Sacha Guitry d'un des manuscrits de l'éducation sentimentale, et par l'acquisition encore plus récente lors des dernières ventes aristophiles de quelques manuscrits de jeunesse, mais très importants de Gustave Flaubert. Et puis on a aussi une politique de prospection ou de sollicitation d'archives, de manuscrits, soit directement auprès de leurs auteurs vivants, soit auprès des ayants droit ou des familles. Ça, c'est ce qui nous distingue aujourd'hui, alors aujourd'hui quand même depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, de ce que faisaient nos prédécesseurs au cours du XXe siècle et de la façon dont ils procédaient. La bibliothèque a mis du temps à entrer en contact direct avec les auteurs ou à traiter avec les auteurs. La plupart du temps, c'était avec leurs descendants, avec leurs ayants droit. Et elle a mis encore plus de temps à dégager des crédits pour des acquisitions onéreuses. Ça, c'est le fil d'une histoire qui traverse tout le XXe siècle. Aujourd'hui, on est dans une position plus active, plus proactive vers les auteurs. Donc, nous conservons les archives, les manuscrits d'Annie Ernaux, par exemple, parce que nous l'avons contactée, qu'elle a répondu et que nous avons construit avec elle le projet, le programme de la conservation et de la transmission de ces manuscrits, comme nous conservons les manuscrits d'Hélène Cixous, de Pierre Guyotat, qui n'est plus là, mais ça s'est passé de son vivant aussi. Un autre aspect de la politique d'acquisition, puisque c'était votre question, est celui de la diversification vers des domaines de la production intellectuelle ou littéraire traditionnellement négligés ou moins bien représentés dans les collections. Ça a pu être le cas pour certains genres de la littérature, et notamment la science-fiction ou la littérature policière, qui n'étaient pas du tout représentées dans les collections jusqu'à ce qu'un collègue, il y a quelques années, s'y intéresse et fasse ce qu'il fallait faire pour accueillir ces collections, qui sont aujourd'hui effectivement, enfin je pense que l'essentiel et le plus important dans ces domaines-là a vraiment été rassemblé à la bibliothèque. Mais on a pu ouvrir vers d'autres domaines, plutôt des sciences humaines, qui n'étaient pas très bien représentées dans les collections. Je pense par exemple aux archives de psychanalystes. Je pense, alors ça, on a pas mal réussi. Historiquement, les archives de Marie Bonaparte étaient les seules archives, en partie, d'une psychanalyste qui étaient conservées au département, et on a fait entrer les archives
d'une série de psychanalystes importants de différentes écoles, Didier Anzieux, Guy Rosolato, André Green et quelques autres. Ça a bien marché. Ça a moins bien marché pour les archives de traducteurs, qui est un domaine que j'ai essayé de développer aussi il y a quelques années, parce qu'il n'y avait rien. Et ça n'a abouti qu'à 2 entrées, qu'à 2 dons, qu'à 2 cas de figure. Je m'attendais à plus de réponses, et en fait les traducteurs se sont montrés moins prêts à transmettre leurs archives, sans doute parce que ce sont pour eux des archives de travail dont ils ont besoin lorsqu'ils traduisent au long cours un auteur, une œuvre, et qu'ils ont besoin de recourir à des fichiers, à des outils de travail qu'ils ont constitués et qu'ils ne peuvent pas transmettre tout de suite. Voilà les quelques aspects de cette politique de constitution des collections, qui est donc ouverte, qui continue, et qui peut prendre après différentes formes administratives ou d'acquisition, que ce soit le don, le legs, la dation en paiement de droits de succession, l'achat, bien sûr, soit en vente publique, soit de gré à gré. Et dans une moindre mesure, parce qu'on n'aime pas vraiment ça au départ de l'industrie, par le biais du dépôt. Voilà, c'est le mot qu'il ne fallait pas prononcer, mais que j'ai fini par prononcer quand même. Voilà. Oui, le dépôt, est-ce que vous pouvez juste revenir sur les raisons pour lesquelles l'institution n'aime pas ça et essaye de trouver d'autres moyens? Il existe des cas de dépôt tout à fait présents dans les collections, et certains très importants et que nous chérissons autant que les autres. Je pense au cas du fonds Romain Roland, par exemple, ou du fonds Aragon, qui sont deux dépôts. Le dépôt a cette particularité juridique d'être provisoire et surtout révocable par le déposant. Le déposant garde la propriété matérielle de ces archives qu'il dépose, et il peut les retirer lorsqu'il le souhaite, ce qui est en soi tout à fait possible et respectable, ce qui peut poser problème pour une institution comme la nôtre, dans la mesure où nous intervenons, nous travaillons dans le souci d'une forme de transmission pérenne de ces archives, à la fois à la communauté des chercheurs et puis à la postérité et aux générations futures, et que nous engageons d'autre part une série d'opérations, de traitements, de valorisation, et qui est toujours dommage de voir les archives retirées alors que ces travaux ont commencé à être menés, et parfois de façon très très avancée. Donc le risque est réel de retrait de ces archives, et dans l'histoire d'une institution pluriséculaire comme celle de la Bibliothèque nationale de France, on comprend que ce n'est pas la solution qu'on privilégie, mais plutôt des solutions pérennes comme le don, qui lui est définitif, le legs, qui lui est définitif, sauf accident dont on a pu parler précédemment au moment du règlement des successions, et bien sûr les achats qui font rentrer de façon inaliénable les collections dans le patrimoine national. Alors, précisément, quand les fonds parviennent auprès de votre service matériellement, et que commence le travail de classement, de description, quelles méthodes sont employées, notamment en termes de signalement des fonds, comment travaillent les équipes? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'entrer dans ce petit atelier? Absolument, oui, on peut le faire. C'est un atelier de 12 personnes. Il y a 11 collègues chargés de collection qui se répartissent le travail, à la fois rétrospectif sur les collections déjà là, qu'on vient de continuer à traiter ou à surveiller, et puis surtout qui se répartissent le travail pour faire face aux nouvelles acquisitions qui arrivent au département des manuscrits et dans le service de façon presque hebdomadaire en fait, et en tout cas mensuelle. Donc les chargés de collection, qui sont tous des conservateurs de bibliothèques,
applique des méthodes de classement qui varient selon aussi l'état dans lequel nous parviennent les archives, les fonds, plus ou moins classées, plus ou moins triées, plus ou moins volumineuses aussi. On a ce souci, ce souhait, cette volonté en fait de signaler le plus rapidement possible l'entrée d'un fonds et l'arrivée d'un fonds pour porter à la connaissance des chercheurs et du grand public l'existence au moins d'un fonds. Donc ça se fait très rapidement par le biais d'une sorte de notice de fonds, alors très sommaire, qui peut prendre la forme de ce que Sarah Asside a montré tout à l'heure pour la première description qui avait été faite du fonds Kastner dans le catalogue général. C'est simplement la mention en 3 lignes de l'existence du libellé de l'intitulé d'un fonds, mais au moins on sait qu'il existe. Et puis on affine au fur et à mesure du traitement par un traitement très fin et qui peut, dans le cas de fonds les plus volumineux, permettre de dérouler, de déplier une arborescence très complète de la structure du fonds. Donc la priorité, c'est à la fois de répondre aux attentes d'un donateur, d'un ayant droit qui sont légitimes, en contrepartie du don généreux qu'il fait de voir ces archives présentes, visibles, accessibles, valorisées, et puis aussi de répondre aux attentes de la communauté des chercheurs. Donc ce traitement est variable selon les cas. Dans certains cas, les plus complexes, les plus lourds à porter pour les épaules d'un seul conservateur, il nous arrive de partager la tâche en binôme ou à plusieurs pour avancer plus rapidement ou répondre plus efficacement aux sollicitations. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur des fonds ? Est-ce qu'il y a des grandes variétés, des grandes disparités ? Oui, absolument. Alors le chiffre qu'on cite habituellement, que je peux citer parce qu'il est dans le contrat d'objectifs et de performance de la bibliothèque, c'est celui de, je crois, 370 000 manuscrits. C'est un chiffre solide et consolidé puisqu'il est dans le contrat d'objectifs et de performance de la bibliothèque. Ne me demandez pas comment on est arrivé à ce chiffre. Je crois qu'il a le mérite d'exister. Je crois qu'il est trompeur parce que derrière ce chiffre-là se cache une réalité sans doute beaucoup plus volumineuse de fonds ou de manuscrits qui ne sont parfois comptés qu'avec une cote générique. C'est ce que Sarah Asside expliquait tout à l'heure. Mais qui en fait représentent des dizaines, des centaines de sous-cotes ou d'unités matérielles. Donc je peux citer ce chiffre, mais on traite des manuscrits unitaires comme des fonds qui peuvent arriver par coup de 500 boîtes à la fois. Ça a été le cas du fonds Jean Rouch, l'ethnologue cinéaste Jean Rouch par exemple, qui est un des fonds les plus volumineux conservés dans le service, avec, je crois, le fonds Romain Roland et le fonds Barès. C'est, à mon sens, les 3 fonds les plus volumineux que nous conservons et qui sont en grande partie encore tous les 3 en cours de traitement des années après leur arrivée dans les collections de la bibliothèque. Et au sein de votre service, quelles modalités sont mises en œuvre en matière de recherche ? Alors, il y a d'abord la recherche que les conservateurs font eux-mêmes, parce qu'ils sont les premiers à avoir accès aux fonds, parce qu'ils sont parfois les premiers contacts aussi qu'un auteur a avec l'institution et qu'il recueille les premiers échanges avec lui. Il n'y a pas de travail de traitement, de classement, de description, de valorisation d'un fonds du point de vue archivistique qui ne soit un travail de recherche, c'est de la recherche. Il y a les recherches qui sont menées par les différents conservateurs sur différents sujets qui donnent lieu à des publications dans leur domaine respectif.
nous sommes chacun ou beaucoup d'entre nous engagés dans des travaux par exemple, d'édition de textes à partir des sources que nous conservons. Il y a en cours, par exemple, dans le service, l'édition des fiches de lecture de Guy Debord, qui en est, alors j'ai plus le compte en tête, mais c'est un 4e ou 5e volume paru aujourd'hui. Ça, c'est c'est notamment sous la direction de ma collègue Laurence Lebras. Il y a l'édition que je poursuis du journal intégral de Julien Green à partir des manuscrits qui nous ont été confiés. Et il y a aussi, par exemple, l'activité de publication d'inédits de Jean-René Huguenin par mon collègue Olivier Wagner, qui a fait rentrer ce fonds d'un auteur qui était un peu tombé dans l'oubli, mais qui est revenu dans l'actualité du fait de ces publications. Donc ce travail d'édition de textes, je le mets dans le travail de recherche qu'on fait au département des manuscrits, nous, conservateurs et chargés de collection. Et puis il y a bien sûr toutes les modalités de recherche que nous mettons en œuvre en partenariat avec les chercheurs. Alors ça peut prendre différentes formes institutionnelles. Il y a l'appel à chercheurs ou les appels à chercheurs que la Bibliothèque nationale de France lance tous les ans et qui permettent soit de proposer des sujets de recherche à partir des collections, soit de recueillir aussi des propositions spontanées de sujets qui peuvent nous être proposés, qu'on étudie et qu'on décide d'attribuer à tel ou tel chercheur, et le temps de son contrat, le chercheur lauréat de ces appels à chercheurs, certains avec bourse, certains sans bourse, le chercheur a un accès facilité aux sources, aux collections, avec non pas un encadrement ni un tutorat, mais en tout cas la présence d'un référent dans les départements de collection. Il y a bien sûr aussi tous les programmes de recherche que vous connaissez, que nous menons avec vous, soit à l'ITEM, parfois des programmes en partenariat ou sur crédit ANR par exemple. Là on peut citer plusieurs exemples de ces différents programmes de recherche en cours dans le service. Nous accueillons dans le service deux lauréats, donc voilà, deux appels à chercheurs qui ont trouvé lauréat récemment dans le service, un sur les archives d'Orange Export et l'autre qui va travailler sur les archives Le Tellier, qui est un fonds d'archives plus ancien, mais très intéressant aussi. Et parmi les programmes de recherche type ANR que nous suivons actuellement, il y a tout un programme autour des archives de Claude Lévi-Strauss et des carnets de mission de Claude Lévi-Strauss. C'est suivi par ma collègue Anaïs Dupuy-Olivier en partenariat avec les chercheurs et les différentes institutions, avec un programme qui a commencé sur les carnets d'expédition chez les Nambikwara et qui évolue vers les carnets, la genèse de Triste Tropique pour la deuxième partie du programme ANR. En termes de rapport avec les chercheurs et la recherche, il y a un troisième type de modalité, c'est ce qui est appelé à la bibliothèque le quadriennal de la recherche, c'est-à-dire un plan de recherche, un programme de recherche établi en interne à la bibliothèque à partir des collections de la bibliothèque, qui permet de faire avancer la recherche sur les sources et sur les collections. Et dans le département, on peut citer actuellement le cas des carnets de mission d'Antoine Abadi en Éthiopie, qui sont en cours d'études dans ce cadre-là. Voilà. En effet. Alors, il nous reste 3 minutes. Merci Olivier de nous le rappeler. Je vais condenser les dernières questions que je voulais vous poser en une seule. Donc, pour vous interroger sur les modalités, et voilà, on conclura peut-être là-dessus, parce que c'est aussi la part d'ouverture au grand public qui est concerné par cette question. Les modalités de valorisation par des
publication des expositions, des mises en ligne aussi, ce qui suppose une politique en amont de numérisation des fonds. Voilà. Alors, en 2 minutes 30... Voilà. Oui, non, mais... non, très rapidement. Effectivement, l'apport de la numérisation a été décisif depuis plusieurs années maintenant et a permis, Thomas le disait, à travers la numérisation de corpus entiers, que ce soit les manuscrits de Victor Hugo, ceux de Flaubert, ceux de Paul Valéry, ceux de Marcel Proust, qui sont intégralement aujourd'hui mis en ligne. Et ça a été possible parce que les moyens de la Bibliothèque nationale, mais aussi l'impulsion venue du travail fait avec les chercheurs de l'ITEM et les équipes de l'ITEM à chaque fois sur ces projets-là. Ça, c'est une forme de valorisation très importante parce qu'elle aboutit à la mise en ligne gratuite et universelle de ces collections qui auparavant n'étaient consultables que dans une salle de, à l'époque, 60 places, aujourd'hui 30 places. Sinon, les formes traditionnelles de valorisation des collections, c'est bien évidemment l'organisation de journées d'études, ça on le fait très régulièrement, et aussi d'expositions. Il faut rappeler la grande exposition Brouillon d'écrivain qui a fait date et qui avait permis à l'époque de jeter une lumière, un coup de projecteur sur tous les avant-textes, les brouillons des écrivains, qui avait aussi permis de faire entrer à l'époque certains fonds, parce que les auteurs avaient compris qu'il se passait quelque chose à la fois dans la recherche et dans les institutions de conservation. Et depuis cette série il y a eu plusieurs expositions jusqu'à aujourd'hui. Celle que je peux vous annoncer, la prochaine, c'est celle qui sera consacrée à l'arrivée du fonds Beaumarchais qui vient d'arriver par une double voie, celle d'une dation en paiement de droits de succession et celle d'un don fait par Jean-Pierre de Beaumarchais. Les manuscrits de Beaumarchais, rien que ça, au département des manuscrits, qui seront exposés dans un espace sur le site Richelieu qui s'appelle la Rotonde et qui permet de présenter dans un espace assez restreint, mais très beau, les dernières acquisitions des départements de collection. Voilà. J'ai déjà été trop long, je pense. Non, je crois que, Monsieur le Président, nous avons tenu le temps.